Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Europe et Asie. Collection Europe et Asie. Dirigé par Gisé et Michel Mazoyer. La mondialisation actuelle, qui voit simultanément l'essor de l'Asie et la recomposition de l'Europe, s'accompagne dans les sociétés humaines de changements fondamentaux dans le rapport au temps et à l'espace. Dès lors, malgré l'enchaînement des crises, malgré l'instabilité et les menaces qui pèsent constamment sur nous, les échanges intellectuels croissants entre Europe et Asie ainsi que les nouvelles possibilités qui en découlent renforcent notre capacité à faire face aux défis et aux épreuves, tout en conduisant peut-être l'humanité à un rapport plus harmonieux à la nature. Cette collection propose un regard croisé sur l'Europe et sur l'Asie. Comme son prédécesseur la revue Europeana, 2013 à 2017, l'Harmattan, elle publie des recherches analysant les évolutions culturelles, sociales et politiques de l'Europe, soit pour les présenter aux lecteurs asiatiques à travers nos partenaires chinois, soit pour montrer aux lecteurs européens une perspective asiatique. Elle s'attache également à l'histoire et à l'actualité de l'Asie, et aux appropriations dont celle-ci a fait ou peut faire l'objet en Europe. La collection se veut un outil de compréhension et de connaissance pour l'Extrême-Orient et l'Extrême-Occident. L'Europe et l'Asie sont ici envisagées comme le résultat d'une expérience historique et intellectuelle susceptible d'interpeller l'une et l'autre, qui sont toutes les deux en pleine redéfinition. Dernière parution. Boris Barrot dire, le Brexit. Dans toutes ses dimensions, 2018. Les auteurs. Boris Barrot est enseignant-chercheur à l'Université Grenoble-Alpes, membre du Centre de recherche juridique, CRJ. Docteur en droit et titulaire d'un master en sciences politiques et en sciences de l'information et de la communication. Il étudie la communication numérique et l'intelligence artificielle dans leurs aspects politiques, juridiques et philosophiques. Laurence de Villers est professeure en informatique appliquée aux sciences sociales à l'Université Paris-Sorbonne, membre du laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur, LIMSI-CNRS, et de l'équipe de recherche dimension affective et sociale dans les interactions vocales. Elle a notamment écrit l'ouvrage Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité, Plomb 2017. Depuis 2015, elle est membre de la commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique d'Alisten, CERNA. Elle a participé à la rédaction du rapport sur l'éthique de la recherche en robotique, a dirigé celui sur l'éthique de la recherche en apprentissage machine, et elle coordonne actuellement un rapport sur l'éthique de la recherche sur les agents conversationnels. Yann Ferguson est docteur en sociologie à l'ICAM, site de Toulouse, et chercheur associé au CERTOP Université Toulouse-Jean Jaurès. Ses recherches portent sur les relations entre les hommes et les outils d'aide à la décision dans les environnements professionnels. Lauréat 2018 de la Fondation pour les sciences sociales pour ses travaux sur les mutations du travail liées à l'intelligence artificielle, il est considéré par l'Usine Nouvelle parmi les 200 Français qui font avancer l'intelligence artificielle en France et dans le monde. Frédéric Furst est maître de conférences en informatique à l'Université de Picardie Jules Verne et membre du laboratoire MI, Modélisation Information Système. Il mène des recherches en intelligence artificielle sur la représentation des connaissances humaines dans les machines et le raisonnement automatique, mais aussi sur l'histoire et l'épistémologie de l'IA. Yuli est maître de conférences à l'Université de Picardie Jules Verne, laboratoire MI. Titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université de Compiègne et d'un master en informatique de l'Université des sciences et technologies de Huazhong, en Chine, ses recherches portent sur la philosophie de l'intelligence, la théorie des algorithmes, la théorie des problèmes non déterministes, NP, et la résolution pratique de problèmes NP difficiles. Haifang Ma est doctorante au Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po Paris. Ses recherches portent sur les politiques numériques de la France, de la Chine et des États-Unis. Elle s'intéresse également à la régulation de l'Internet, aux nouvelles technologies et aux conséquences sociales des avancées scientifiques et technologiques. Magali Ox est enseignante-chercheuse en informatique à Aix-Marseille Université, membre du laboratoire d'informatique et des systèmes, LI. Elle a travaillé dans différents laboratoires de recherche, au centre R&D d'Orange, Orange Labs,
au laboratoire d'informatique de l'Université Paris 6, au National Institute of Informatics de Tokyo et au CNRS LTCI à Télécom Paris Tech. Elle conduit depuis plusieurs années des travaux de recherche visant à intégrer une intelligence sociale et émotionnelle dans des systèmes interactifs, comme des robots ou des personnages virtuels, en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Anne-Laure Tessart est philosophe spécialisée en éthique animale et éthique de l'intelligence artificielle. Ses recherches concernent les représentations et systèmes de valeurs de la triade animalité-humanité-machinité. Elle est par ailleurs professeure de philosophie sur le campus parisien de Normandie en éthique animale et éthique du management, et chargée de cours de philosophie en éthique animale à l'Université Paris-Lumière pour la section Nouveau Collège d'études politiques. Charles Thibout est chercheur associé à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, IRIS, et doctorant à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre européen de sociologie et de sciences politiques, CESSP. Il est l'auteur de plusieurs articles et chapitres d'ouvrages académiques consacrés au rôle des technologies émergentes et des entreprises du numérique dans les relations internationales. Par ailleurs, il collabore régulièrement avec France Culture en tant que rédacteur en chef de la matinale. Jean-Sébastien Vert est post-doctorant à l'Université de Côte d'Azur, UCA, et membre du GREDEG, UMR 7321. Il est docteur en sociologie. Il a réalisé une thèse au CERTOP, UMR 5044, dir. Franck Cauchois, sur la conception et les usages des technologies d'intelligence artificielle élaborées dans le secteur marchand. Il a ensuite effectué un post-doctorat à l'Institut Mines Telecom Business School, IMTBS, sur les enjeux organisationnels et humains associés au développement de l'industrie 4.0. Il a écrit plusieurs articles et chapitres d'ouvrages scientifiques sur la thématique de la numérisation des organisations et des marchés. Jianming Zhou est chercheur indépendant. Ses recherches portent sur la comparaison des cultures chinoises et occidentales, la philosophie de l'intelligence, la théorie des algorithmes et la théorie des problèmes non déterministes, NP. Introduction. L'intelligence de l'intelligence artificielle. Boris Barrault. 7 novembre 2019. L'intelligence artificielle découvre que la Terre tourne autour du Soleil. En des temps immémoriaux, Zeus confia à Épiméthée, fils de Japet et Clymène, le soin de distribuer aux espèces vivantes les qualités et les vertus en proportion équilibrée, aux uns les griffes et les crocs pour chasser, aux autres les sabots, les écailles ou les piquants pour se défendre. Épiméthée s'acquitta fort bien de sa tâche, et tous les animaux se trouvèrent avec des forces propres leur permettant de jouer un rôle sur la grande scène de la vie. La nature pouvait prospérer et se pérenniser. Mais Épiméthée oublia l'homme. Toutes les capacités et tous les attributs étaient épuisés, il ne restait rien pour l'être humain. Ému de voir ce dernier nu et désarmé, Prométhée, le frère d'Épiméthée, déroba alors à Héphaïstos et Athéna le feu créateur de tous les arts et l'offrit au plus misérable des animaux. Et ce larcin lui valut une lourde punition de la part des dieux, car le monde équilibré conçu par Épiméthée venait de basculer dans la tyrannie. Une espèce unique, parce qu'elle serait la seule à maîtriser la technique, allait régner sur l'univers et triompher de tous les autres animaux. Le mythe d'Épiméthée raconté par Platon dans le Protagoras est riche d'enseignements. Bernard Stiegler y voit un rappel de l'état de détresse ou, comme disent les biologistes, de prématuration dans lequel se trouve initialement l'homme, mais ce don divin qu'est la technique lui permet de remédier à ses carences et à sa fragilité originelle. En raison de l'intervention providentielle de Prométhée, la faiblesse congénitale de l'espèce humaine s'est transformée en supériorité écrasante, en puissance étouffante, en pouvoir destructeur, pour les autres êtres vivants mais peut-être aussi pour lui-même. Les outils des hommes prolongent leur corps et expriment leurs esprits. Comme l'enseigne l'anthropologue André Leroy-Gourand, chaque instrument extériorise une fonction bien déterminée. Furent concernés tout d'abord les usages matériels les plus simples et durs, avec le bâton ou le marteau. Puis les apports de la technique devinrent de plus en plus sophistiqués et révolutionnaires. Avec les engins énergétiques décuplant ou remplaçant de façon beaucoup plus efficace la force brute des muscles, brouettes, poulies, machines à vapeur, chemins de fer, automobiles, etc.
Plus tard, vinrent les instruments ou machines sensorielles affinant et développant les sens et la perception, lunettes, microscopes, télégraphes optiques, photographie, cinéma, etc. Enfin, apparurent les systèmes informationnels, la dernière et la plus actuelle des générations de la technique. Le but est cette fois de démultiplier et même subroger les fonctions et capacités intellectuelles des hommes grâce aux livres, calculettes, ordinateurs, disques durs, réseaux électroniques et informatiques, etc. Mais déjà la décomposition alphabétique, la logique, la rhétorique ou les arts de la mémoire ont constitué autant d'avancées techniques immatérielles, toujours utilisées aujourd'hui, permettant de seconder et améliorer l'effort millénaire d'analyse et de synthèse de données ou de connaissances, façonnant en profondeur les habitudes intellectuelles de pensée classée. Les organes technologiques et prothèses mécaniques ou électroniques ont accompagné de près l'hominisation, processus par lequel les primates se sont transformés en hommes, et surtout, l'humanisation, processus par lequel les hommes préhistoriques sont devenus des hommes historiques, les prémodernes des modernes, les sauvages des civilisés, les obscurs des lumières, les individus des citoyens, les hordes barbares des sociétés paisibles et les regroupements anarchiques des organisations étatiques. Mais se pourrait-il qu'un jour l'association progressiste des hommes et de leurs machines atteigne son point culminant, ne permette plus d'avancer de la civilisation, entraîne des régressions, stimule des phénomènes de déshominisation et de déshumanisation car l'appareillage technologique serait devenu par trop envahissant, intimidant, inhibiteur et sclérosant. Et ce jour pourrait-il appartenir déjà au passé ? Quel qu'en soit le sens, l'évolution biologique est donc intimement liée à l'évolution technique. La biosphère est fortement et de plus en plus dépendante de la technosphère. L'influence de l'homme sur la technique est quasi totale, mais l'influence de la technique sur l'homme est également très importante. Les relations entre l'humain et l'outil, l'être et la machine, le vivant et le robot, le naturel et l'artificiel jouent bien le rôle principal dans le grand film de l'humanité, de l'histoire, des sociétés et des cultures. Les uns créent et utilisent les autres qui en retour, rétroagissent sur eux, les influencent, modèlent leurs pensées et leurs actes. On peut de moins en moins séparer les êtres humains et les sociétés de leur environnement technique et technologique. Des premiers silex taillés par l'homme préhistorique à l'invention de l'écriture, de Gutenberg à la numérisation massive des données, la longue histoire des techniques et des technologies, aussi ancienne que l'histoire elle-même et qui en est d'ailleurs à l'origine, se situe au cœur de l'évolution humaine. Les instruments que l'homme invente le transforment, modifient ses activités personnelles et professionnelles, ses moyens de communication, ses manières de consommer, ses modes de transport ou encore ses façons d'observer le monde et de le penser. Et plus le temps passe, plus l'intimité problématique entre l'homme et la technologie devient forte, à tel point qu'il arrive qu'on ne sache plus si l'on se trouve face à l'un ou à l'autre, et alors le test de Turing est passé avec succès. Tel est notamment le cas lorsqu'on échange avec des intelligences artificielles, avec des algorithmes, avec des robots dont les réponses atteignent un tel degré de pertinence qu'elles semblent avoir été produites par un cerveau naturel. L'histoire des techniques est rythmée par le franchissement successif de différents seuils. Les cliquets d'irréversibilité. L'invention de l'imprimerie par Gutenberg a ainsi signifié la disparition des moines copistes du Moyen Âge. La création des télégraphes optiques et des chemins de fer a rendu obsolètes les chevaux, les attelages et les coches. L'introduction de l'informatique et des calculatrices électroniques a sonné le glas des bouliers et des opérations gribouillées sur le papier, Apparition des fichiers numériques et du streaming a conduit à remiser au placard les lecteurs CD et les chaînes hi-fi, qui eux-mêmes avaient entraîné la disparition des gramophones d'antan et la marginalisation des disques vinyles. Nul doute que l'intelligence artificielle constitue un nouveau, et très puissant, cliquet d'irréversibilité. D'ailleurs, les révolutions de l'intelligence artificielle n'en sont peut-être qu'à leurs prémices. Nul ne saurait dire quelles en seront les conséquences dans 20, 50 ou 100 ans. C'est ce qui rend le sujet passionnant, restant encore largement à explorer, à défricher, à préciser. Et c'est en même temps ce qui suscite une part de fantasme et de crainte. Les futurologues, mais aussi les spécialistes des nouvelles technologies, l'affirment. L'intelligence artificielle va modifier souvent radicalement beaucoup de pratiques. Leurs divergences sont en revanche grandes quant au tour que prendront ces pratiques chamboulées.
Or les chercheurs seront les premiers concernés. Leurs objets d'étude vont largement évoluer, et leurs moyens de les étudier vont fortement se renouveler. Dans toutes ces dimensions, l'intelligence artificielle est un sujet d'actualité et d'avenir pour les scientifiques de toutes les disciplines. Les dictionnaires de la langue française définissent l'intelligence comme la fonction mentale d'organisation du réel en pensée chez l'être humain et en acte chez l'être humain et l'animal. Il s'agit d'un ensemble de fonctions psychiques et psychophysiologiques concourant à la connaissance, à la compréhension de la nature des choses et de la signification des faits. Ainsi entendu, l'intelligence de l'intelligence artificielle est nulle ou très faible, on y reviendra. Mais l'intelligence est aussi l'acte d'appréhender quelque chose par l'intelligence, de le comprendre avec aisance, d'en avoir la connaissance approfondie. Sous cet angle, l'intelligence de l'intelligence artificielle est encore balbutiante et très incomplète, ce qui invite à y contribuer, à participer à son approfondissement et à sa précision. L'objet de ce livre est ainsi de proposer une contribution à l'intelligence de l'intelligence artificielle, en regroupant les textes de certains des meilleurs spécialistes de l'IA. Il existe un accord parmi les experts sur le fait que l'intelligence artificielle s'est déployée de façon pragmatique, à mesure que des recettes qui marchent ont été découvertes, mais on manque encore de concepts et de théories pour la comprendre, la cerner et l'expliquer. En ce sens, le besoin d'intelligence de l'intelligence artificielle serait bel et bien réel. Jusqu'à la définition de l'intelligence artificielle, à base de critères et sous-critères permettant de la reconnaître et de délimiter son périmètre, semble encore faire défaut. L'intelligence artificielle paraît lointaine, justement car on saisit mal ce que cette expression a priori oxymorique désigne précisément. L'IA touche pourtant chacun dans son quotidien et dans son intimité. Elle présente également un côté magique, parce qu'elle produit des résultats impressionnants sans qu'il soit possible pour la plupart des observateurs non mathématiciens et non informaticiens, de comprendre comment elle procède, quels sont ses mécanismes. Une définition de base et quelques premières explications sont donc nécessaires, à titre d'introduction générale du présent ouvrage. Une intelligence artificielle est une technologie capable de produire des résultats similaires à ceux issus du cerveau humain. Il s'agit d'un outil informatique qui effectue des actions ou exécute des tâches qui, il y a peu, étaient le propre des êtres vivants, humains ou animaux. Cet outil repose notamment sur des algorithmes, c'est-à-dire des suites de formules mathématiques et de traitements statistiques. Il fonctionne avec des entrées, les données initiales et aboutit à des sorties, les résultats, en suivant différentes étapes qui requièrent des calculs, des opérations logiques, des comparaisons ou des analogies. L'intelligence artificielle désigne donc les dispositifs technologiques visant à simuler et in fine, remplacer l'intelligence naturelle, cherchant à reproduire les capacités de l'homme et de l'animal à percevoir, discerner, comprendre, apprendre, raisonner, calculer, mémoriser, comparer, choisir, etc. Mais ce que l'IA cherche à imiter, ce n'est pas le fonctionnement de l'intelligence biologique mais uniquement les résultats auxquels elle parvient. Le rapport est un peu le même que celui de l'avion avec le vol des oiseaux ou celui de la voiture avec la course à pied. L'ambition des chercheurs en la matière n'est pas et n'a jamais été de fabriquer des cerveaux technologiques se rapprochant au plus près des cerveaux naturels, de la conscience et de la pensée humaine. Elle est uniquement de concevoir des outils informatiques capables de produire les résultats les plus pertinents, essentiellement grâce à du traitement statistique de données. Intelligence dérive du latin intelligentem ou intelligere, signifiant comprendre, discerner. Légère veut dire choisir, et le préfixe inter se traduit par entre. Et donc intelligent ce qui a la capacité de choisir entre différentes alternatives, et pour ce faire, de relier les choses entre elles afin de mieux les saisir. Les hommes et les animaux possèdent certainement cette faculté. L'aspect intelligent de l'intelligence artificielle correspond dès lors au but et à la faculté d'imiter le comportement humain ou animal, tandis que l'aspect artificiel se rapporte à l'usage d'ordinateurs et autres procédés électroniques et technologiques. L'intelligence artificielle emprunte ainsi à l'informatique, à la logique, aux mathématiques, à l'électronique, aux sciences cognitives, aux sciences de la communication et même à l'éthologie et à la neurobiologie, avec les techniques d'apprentissage profond inspirées des réseaux neuronaux interconnectés que l'on présentera plus tard dans cette introduction. Cependant,
Si une IA peut être capable de restructurer son système de connaissance ou de perception des données à l'aune de nouvelles informations reçues, aucun ordinateur, aucun algorithme ni aucun réseau de neurones ne pense ni n'est intelligent à proprement parler. Sa capacité d'apprentissage et de décision est programmée ou du moins automatisée, donnant seulement une illusion d'intelligence, au mieux une intelligence faible car très mécanique. Une IA ne peut en effet décider en toute autonomie de ses buts, ni concevoir de nouvelles représentations du monde qui la guideraient dans ses raisonnements, qui d'ailleurs n'existent pas puisqu'il ne s'agit que de réflexes et d'automatismes. C'est pourquoi l'appellation intelligence artificielle est largement excessive. De facto, il ne s'agit guère d'intelligence mais seulement de calcul, certes savant, de statistiques et d'opérations informatiques. Parler d'intelligence artificielle est donc un abus de langage. Intelligence artificielle vient de l'anglais artificial intelligence. Cette expression désigne dans la langue de Shakespeare la simple gestion de données, le traitement de l'information et non l'intelligence artificielle telle qu'on la comprend en français, qui se traduirait plutôt par artificial cleverness, désignant le sens commun, l'empathie, l'arbitraire éclairé, la faculté de comprendre sa propre intelligence et d'en avoir conscience. En somme, il n'est pas déceptif en anglais d'évoquer une artificial intelligence afin de désigner ces nouvelles technologies. Mais il est maladroit, en français, de parler d'intelligence artificielle. À l'heure actuelle, les robots ne raisonnent pas, ne croient en rien, ne prennent guère de décisions arbitraires, n'ont pas d'intention ni d'attention, sont incapables de se donner des buts ou des objectifs nouveaux, n'organisent pas le réel en pensée, sont incapables d'élaborer un concept ou d'avoir une idée, n'ont pas de culture et encore moins de culture générale, n'ont pas conscience d'eux-mêmes et ne possèdent aucun instinct de survie, autant de marques de l'intelligence. Les hommes se caractérisent par l'esprit, par la liberté et par la capacité à s'ouvrir à l'inconnu. Les robots en sont tout le contraire. Pourtant, parler d'intelligence artificielle revient dans une large mesure à parler d'humanité artificielle. Intelligence artificielle est un anthropomorphisme. On humanise, on vitalise ce qui ne sont toujours que des objets animés, des automates, des supercalculateurs. Peut-être vaudrait-il mieux évoquer l'apprentissage automatique, des instruments statistiques ou prédictifs, ou bien des agents autonomes ou adaptatifs. L'IA examine aujourd'hui un scanner mieux qu'un radiologue, établit un diagnostic en cancérologie mieux qu'un cancérologue, conduit une automobile mieux qu'un chauffeur, mais elle ne sait pas ce qu'est une radiographie, ce qu'est un cancer, ce qu'est une automobile, ni ce en quoi consiste la conduite. L'expression intelligence artificielle, ou IA, s'étant partout imposée tant dans les débats grand public que parmi les discussions de spécialistes, et même comme nom d'un nouveau domaine de recherche scientifique, il est cependant difficile de désigner l'objet de ce livre par d'autres mots, sous peine de ne pas se faire comprendre. Par ailleurs, comme il s'agit d'une expression valise désignant des technologies disparates et variées, il serait logique de se référer plutôt aux intelligences artificielles, au pluriel. Mais l'usage privilégie le singulier dès lors qu'il s'agit de la notion générique d'intelligence artificielle. La mode de l'intelligence artificielle et de son sigle IA est récente, comme en témoignent les statistiques de requêtes sur le plus célèbre moteur de recherche du web. Cette mode n'en est pas moins forte et si l'on veut parler de l'IA, on ne peut que parler d'IA. 50, Galliana, les conséquences économiques de l'intelligence artificielle, Idées économiques et sociales 2018, N°192, page 27. C'est en 1956 que les mathématiciens américains John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon et Nathaniel Rochester organisèrent, au Dartmouth College, dans l'État du New Hampshire, un séminaire sur les machines pensantes au cours duquel ils proposèrent pour la première fois de parler d'artificial intelligence. Un nouveau domaine d'enseignement et de recherche scientifique était né, dont l'objectif, longtemps et aujourd'hui encore perçu comme farfelu ou irréaliste, est de réaliser des machines capables d'apprendre, notamment de leurs erreurs, de comprendre leur environnement et le monde en général, de s'adapter aux changements, d'anticiper et de prévoir le futur, d'agir afin d'améliorer la condition humaine. Plus cet objectif initial sera atteint et moins il sera déceptif de se référer à l'intelligence artificielle. On pourra alors comparer à raison cette dernière et l'intelligence biologique. Pour l'heure, néanmoins, ce qu'on appelle intelligence artificielle
demeure un simple produit de l'intelligence humaine, sa création et son reflet, globalement immensément inférieur à elle. Pour devenir une réalité, l'intelligence artificielle devra gagner en autonomie, en libre arbitre, se détachant des hommes qui l'ont faite naître. Il lui faudra devenir une intelligence artificielle générale, capable de comprendre le fonctionnement du monde dans sa globalité par simple observation, comme le fait un enfant durant les premières années de sa vie. Or, il lui sera difficile d'y parvenir. On imagine difficilement l'intelligence artificielle rejoindre et dépasser un jour l'intelligence naturelle autrement que ponctuellement, concernant des tâches très précises susceptibles de reposer sur des traitements statistiques. Beaucoup de décisions supposent des choix arbitraires plutôt que la simple poursuite de tendances statistiques. Lorsque les chercheurs du Dartmouth College créèrent l'expression « artificial intelligence », il s'agissait d'ailleurs surtout d'une démarche marketing, presque un mensonge volontaire. Recourir à une expression sensationnelle afin d'obtenir des crédits de recherche de la part des pouvoirs publics américains. Le concept d'intelligence s'attache à un fond ontologiquement biologique, et l'intelligence artificielle ne peut pas être intelligente par définition. Mais cela n'empêche pas l'IA de rendre bien des services tout en posant de nombreux défis à l'intelligence humaine, en premier lieu celui de son intelligence, c'est-à-dire celui de sa compréhension, de son explication et de son analyse critique. L'intelligence de l'intelligence artificielle suppose de combiner 4 efforts cognitifs afin de mieux appréhender cette méta- et méga-révolution, source de révolutions nombreuses et variées. Accepter que l'IA n'est qu'un outil développé par et pour les hommes, point de vue humain, S'intéresser au rouage et au fonctionnement de la technologie, point de vue technique, 2. Se concentrer sur les conséquences civilisationnelles de l'IA, point de vue social, politique et économique, 3. Donner la parole aux chercheurs et l'écouter, point de vue scientifique, 4. 1. Une problématique humaine. L'intelligence de la machine au service de l'intelligence de l'homme. Des robots mus par des IA en venant à défier et affronter les hommes, est de l'ordre du pur fantasme. Présenter le rapport entre les uns et les autres sous les traits d'un duel, dont l'un des protagonistes devrait triompher de l'autre, ne paraît guère réaliste. Les humains produisent des robots qui ne sont et ne seront que leurs outils, et qui, comme tous outils, ne sont ni bons ni mauvais en soi car soumis aux destinations qu'on leur attribue, aux usages qu'on en fait. Il n'y a et n'y aura pas plus de compétition entre l'homme et l'IA, qu'entre le pianiste et le piano ou entre le maçon et la truelle. Et puis, il serait difficile de dire qu'une espèce aussi proliférante que l'espèce humaine pourrait s'effacer et perdre la mainmise sur le monde, surtout au profit de ses propres technologies. En 2014, l'astrophysicien Stephen Hawking affirmait pourtant dans une interview à la BBC que le développement d'une intelligence artificielle complète pourrait provoquer la fin de l'humanité. Il s'inquiétait d'éventuels périls liés à l'avènement de robots qui surpasseraient des êtres humains, limités par la lenteur de l'évolution biologique. Et beaucoup comme Bill Gates ou Elon Musk, qui a créé une fondation pour mesurer et prévenir la dangerosité des IA, laquelle serait le plus grand danger ayant jamais pesé sur l'humanité, entretiennent une psychose effrayante autour de la prise de pouvoir de machines toutes puissantes créées par l'homme puis lui échappant. C'est un lieu commun de faire le procès des nouvelles technologies, presque un marronnier, revenant périodiquement sur le devant de la scène depuis des siècles. Il y a toujours eu des prophètes, apocalyptiques ou intégrés, pour annoncer les ruptures radicales et lourdes de conséquences que la rationalisation scientifique des machines provoquerait. Mais ces déclamations tapageuses sont souvent biaisées ou naïvement critiques. Il est difficile d'imaginer qu'un jour la machine puisse en venir à penser comme l'homme, contre l'homme ou mieux et plus vite que l'homme, si bien que l'être humain, de maître et possesseur du monde sous toutes ses formes, se retrouverait en position d'esclave ou de jouet de robot qui ne seraient plus les fruits de son art mais aurait la capacité de se reproduire et de se perfectionner seul. Tout cela appartient à la science-fiction. Cette science-fiction diffuse différentes légendes parmi le grand public, notamment celle selon laquelle l'IA devrait se comporter à l'image des hommes et présenter les mêmes qualités et les mêmes défauts démultipliés, les mêmes pulsions et le même instinct renforcé. On fabrique des robots humanoïdes, mais leur intelligence et leur cerveau ne partagent quasiment rien avec l'intelligence et les cerveaux humains.
Il y a également le mythe selon lequel il existerait un secret scientifique et technologique de l'intelligence artificielle qui resterait à découvrir, si bien que celui qui le découvrirait pourrait dominer le monde, alors que l'intelligence artificielle progresse par petits et grands pas, par étapes, en tâtonnant, incluant en particulier des découvertes dont les tenants et les aboutissants, non seulement les aboutissants, sont rendus publics, permettant à chacun de les réutiliser librement et de les améliorer. Le problème qui se pose plus sérieusement, et déjà actuellement, n'est pas celui de machines asservissant les humains mais celui d'humains asservissant d'autres humains grâce aux machines, un problème politique, juridique, social et économique. Là où il faut et faudra toujours de l'éthique, ce n'est pas dans l'intelligence artificielle, mais dans l'intelligence humaine. Les projets d'intelligence artificielle doivent donc s'orienter vers des programmes réfléchis et contrôlés, non abandonnés à des intérêts économiques, mercantiles et vénaux, livrés à la seule quête de nouveaux marchés et de profits croissants, au besoin en manipulant, en enfermant, en limitant au maximum le sens critique et les valeurs morales et en réduisant le monde à deux ensembles, celui des produits et celui des consommateurs. Il importe d'écouter avec du recul et une oreille critique les discours hypocrites ou naïfs de certaines multinationales de l'IA, affirmant que leur but ne serait pas de générer des profits et des monopoles, mais de permettre à l'humanité de progresser et d'entrer dans un nouvel âge. Pourtant, la finalité unique ou ultime des projets d'intelligence artificielle devrait effectivement être de faciliter la vie des hommes et le bon fonctionnement des sociétés, de les protéger des dangers qui les guettent, la maladie, la corruption, la manipulation, l'aveuglement, etc. Certains de ces projets permettront de sauver de nombreuses vies, notamment dans le domaine des transports ou dans celui de la santé, avec une circulation automobile bien moins accidentogène et des diagnostics médicaux beaucoup plus rapides, précis et fiables. Neutre en soi, la technologie peut être mise à profit par des hommes qui le souhaitent pour contaminer, corrompre ou manipuler, par exemple avec les deepfakes, qui seraient la première de toutes les menaces liées à l'IA. Son utilisation en tant qu'outil de propagande ou de désinformation peut être désastreuse. Comme l'Internet et comme de nombreuses révolutions technologiques, l'IA est donc un moyen pour les personnes bien intentionnées comme pour les personnes mal intentionnées d'arriver plus facilement à leurs fins. Dans une perspective dite transhumaniste, l'intelligence artificielle peut soutenir l'humain dans sa quête de puissance et de pouvoir, donc d'action rationnelle, de décision éclairée et pertinente, de maîtrise et de domination. Elle peut augmenter ses capacités cognitives. Mais elle devrait demeurer son instrument et ne pas le concurrencer. D'ailleurs, la volonté de domination des uns sur les autres est davantage liée à la testostérone qu'à l'intelligence, et l'IA ne produit pas de testostérone. L'instinct et les pulsions de domination sont aussi liés au fait que les hommes sont des animaux sociaux qui ont besoin d'interagir avec leurs semblables, de les influencer, de s'imposer à eux. Cela n'existe pas chez les animaux non sociaux tels que les orang-outans. Or l'IA n'a pas d'instinct grégaire, elle ressemble sur ce plan plus à l'orang-outan qu'à l'homme. Idéalement, si les humains créent des formes d'intelligence artificielle, ce ne devrait être qu'afin de progresser, de rendre plus aisé nombre de leurs actions individuelles et collectives. L'invention de l'intelligence artificielle se positionne ainsi dans la continuité des inventions du langage, de l'écriture, de l'imprimerie, de la roue, de la machine à vapeur, du moteur à explosion, du système électrique, etc. L'homme, conscient des limites de son intelligence, pourtant sans conteste la plus développée de tout le règne animal, se dote de prothèses telles que des bibliothèques, des machines à calculer, des ordinateurs ou des algorithmes. Il parvient ainsi à conserver en mémoire et à trier de grandes masses d'informations, ou à réaliser des calculs hyper complexes en quelques instants. Cependant, si l'IA est capable de réaliser des prouesses qu'aucun humain ne saurait accomplir, elle ne sait pas faire beaucoup de choses simples pour un homme car relevant du bon sens ou du sens commun, de l'intuition, de l'émotion, de l'empathie, de la créativité, etc. L'illustration suivante montre combien les aptitudes cognitives de l'IA sont partielles, bien que parfois très développées, quand les capacités cognitives de l'humain sont totales, transversales, mais limitées par nature dans leur performance. On considère classiquement, depuis les travaux de psychologie cognitive d'Howard Gardner, qu'il existerait 8 formes d'intelligence.
Certaines, visuelles spatiales, logiques mathématiques ou verbales linguistiques, semblent plus déshumanisables que d'autres, interpersonnelles, intrapersonnelles ou naturalistes écologistes. C'est la symbiose de deux formes d'intelligence, ou, dans un cercle vertueux, augmentation de l'intelligence par ses réalisations les plus perfectionnées, qui permet le progrès des savoirs et des connaissances, ainsi que des idées. Et les chercheurs comptent au nombre de ceux qui en retirent les plus grands bénéfices. L'intelligence artificielle a vocation à servir l'intelligence humaine en éclairant et donc facilitant ses prises de décision. Pour ce faire, elle doit lui fournir des informations à haute valeur ajoutée relevant de l'analyse descriptive consistant à trier et croiser les informations. Mais son caractère révolutionnaire tient surtout aux analyses prédictives et même prescriptives dont elle est capable, lesquelles qualitativement sont incomparables aux simples analyses descriptives. CETIC, juin 2017. Par ailleurs, les principaux domaines fonctionnels de l'IA témoignent de son immense potentiel, des innombrables réalisations auxquelles elle est susceptible de donner lieu. Il s'agit d'approfondir des domaines fonctionnels déjà connus, à l'instar des systèmes experts, de la planification-optimisation ou de la robotique, mais aussi de développer de nouveaux domaines tels que le machine learning, le natural language processing, la vision, capacité pour une machine d'appréhender son environnement ou encore le speech, texte vers parole ou parole vers texte. Arctic Consulting, juin 2018. Et ces réalisations ont vocation à concerner de très nombreux secteurs. 2. Une problématique technique, au cœur des cerveaux artificiels, apprentissage automatique et apprentissage profond. Intelligence artificielle peut désigner un objet polymorphe, un champ de recherche relativement vaste ou une science particulière. Dans ce dernier cas, il s'agit de l'une des sciences cognitives qui s'intéressent à la pensée et à l'intelligence. Audrey Vermeulen, TEDxCanbière 2018. Dans ce livre multidisciplinaire, on utilisera surtout intelligence artificielle, afin de désigner un objet et le champ de recherche multifacette auquel il donne lieu. On pourrait d'ailleurs évoquer des sciences de l'intelligence artificielle, au sujet des disciplines qui étudient cet objet de différents points de vue, sur le modèle des sciences de l'information et de la communication qui comprennent des dimensions multiples, du droit à la sociologie en passant par l'économie. C'est à ces diverses sciences de l'IA que le présent ouvrage à la fois s'adresse et donne la parole. Il considère que cette technologie serait le cœur d'un système, dont on pourrait difficilement ne comprendre qu'un des rouages abstraitement de tous les autres. Il mise sur le fait qu'on pourrait difficilement comprendre l'IA seulement en termes techniques, sociologiques, économiques, juridiques, éthiques, philosophiques, anthropologiques ou autres. En premier lieu, la dimension technique semble la plus incontournable. Si l'IA doit de préférence être conçue tel un objet, il serait bien sûr malvenu de chercher à disserter sur ou autour de lui sans en maîtriser les origines, implications et potentialités technologiques, c'est-à-dire sans bien saisir comment ça marche. Le physicien Richard Feynman affirmait en ce sens qu'on ne peut comprendre véritablement un instrument tant qu'on ne l'a pas construit soi-même. Tout chercheur, y compris le philosophe, doit aller sur le terrain pour bien comprendre ce autour de quoi il disserte, comme le faisait par exemple Adam Smith durant la révolution industrielle. Sans être mathématicien ni informaticien ou data scientist, il importe pour pouvoir en parler, de ne pas se contenter de définitions superficielles ou basiques et de s'intéresser dans le détail au fonctionnement de la technologie, et pourquoi pas de s'initier au codage informatique. Le chercheur en IA peut difficilement ne pas être technophile, pas dans le sens de techno-addict mais dans celui de passionné par la dimension technique de la technologie, celle-ci expliquant beaucoup de choses sous les divers autres angles. Historiquement, les origines de l'intelligence artificielle sont très anciennes. Elles s'inscrivent dans la longue histoire des algorithmes, dont les premiers auraient été inventés par les Babyloniens il y a 5000 ans, l'un de ces algorithmes consistant par exemple en une tablette permettant de calculer des racines carrées précises au millionième près. D'autres se retrouvent dans les antiquités égyptiennes et grecques. Au XVIe siècle, Léonard de Vinci conçut nombre d'automates imitant l'homme ou l'animal. Et au XVIIe siècle, Blaise Pascal inventa la pascaline, une intelligence artificielle mécanique permettant de réaliser des opérations arithmétiques. Aujourd'hui,
L'IA ne peut plus se passer de l'électronique, c'est-à-dire de l'électricité comme support de traitement, de transmission et de stockage d'informations. Durant les années 1950, alors que l'informatique commençait à progresser à grands pas, l'intention d'élaborer des machines à penser se rapprochant dans leur fonctionnement de l'esprit humain s'est affirmée, avec des figures de proue telles qu'Alan Turing. Déjà en 1914, l'ingénieur espagnol Leonardo Torres Quevedo inventait le premier véritable automate joueur d'échecs. Celui-ci était capable de remporter une partie à tous les coups, lors d'une confrontation roi et tour contre roi. Prouesse d'une autre envergure, le supercalculateur d'IBM Deep Blue battait en 1997 le champion du monde Garry Kasparov, qui avait pourtant prédit que jamais une machine ne pourrait être supérieure à un humain. Mais c'est en 2012 que le secteur de l'intelligence artificielle franchit un palier considérable, sortant de l'hiver dans lequel il s'était quelque peu endormi, faute de progrès significatifs. Cette année-là, pour la première fois, un réseau de neurones profonds remporta le Challenge ImageNet, un concours de reconnaissance d'images. Avec un taux d'erreur de seulement 16,4%, il distança très largement le second programme, 26,2%. Cette performance remit sur le devant de la scène une technique d'apprentissage profond, Deep Learning, qui avait commencé à faire ses preuves dans les années 1990, notamment avec les travaux du Français Yann Lequin et des Canadiens Yoshua Bengio et Geoffrey Hinton, avant d'être un temps laissé de côté. La puissance de calcul des cartes graphiques couplée à la mise à disposition de grandes bases de données étiquetées. Une image d'un chien sur un vélo en train de jouer de la guitare est accompagnée des indications chien, vélo et guitare, permirent à ces programmes d'enfin faire leurs preuves à grande échelle. La communauté scientifique perçut alors l'immense potentiel de cette technologie. En étant entraînée sur une base de données suffisamment consistante et pertinente, elle est capable d'établir elle-même des règles et standards d'analyse lui permettant d'interpréter d'autres données jusqu'ici trop complexes à traiter. Dès 2013, seuls des réseaux de neurones profonds participaient au Challenge ImageNet. Et en 2016, AlphaGo battait le maître coréen Lee Sedol au jeu de Go, lequel est ô combien plus complexe à maîtriser que le jeu d'échecs. 20 ans après les meilleurs joueurs d'échecs, les champions de Go, de poker et de nombreux jeux vidéo s'inclinent à leur tour devant des intelligences artificielles, qui ont pour elles les avantages d'être endurantes, de ne jamais se déconcentrer, de ne pas subir le stress ni la pression et d'être toujours d'humeur égale, autant de gains psychologiques de la machine par rapport à l'humain. Quant au taux d'erreur dans la reconnaissance d'images, il a chuté à quelques pourcents. Et des IA sont désormais capables de créer de nouveaux tableaux de Rembrandt ou de nouveaux morceaux des Beatles incroyablement réalistes, bien que les spécialistes ne puissent pour l'heure les qualifier que de mauvais Rembrandt ou de mauvais Beatles. Les concepteurs de réseaux de neurones sont un peu des alchimistes. Ils associent de diverses manières leurs formules mathématiques et leurs technologies, et lorsqu'elles produisent des résultats satisfaisants, ils cherchent à perfectionner la recette sans nécessairement comprendre son mécanisme exact. En la matière, l'art de la débrouille est important. Un réseau de neurones ne se programme pas mais s'éduque. Il s'entraîne et il apprend. Et cet apprentissage peut se faire soit par exemple soit par exploration, c'est-à-dire soit en étant guidé par l'homme soit de façon autonome et automatique. Pour l'heure, c'est l'apprentissage grâce à des exemples et donc des statistiques qui est essentiellement utilisé. Pour entraîner une intelligence artificielle à reconnaître des chats sur des images contenant aléatoirement des chiens ou des chats, on lui montre un grand nombre d'exemples d'images de chats et un grand nombre d'exemples d'images de chiens. Plus le nombre d'exemples est grand, plus la machine devient capable de reconnaître seuls les chats car elle a en mémoire beaucoup de cas de figure possibles avec lesquels elle peut comparer l'image qu'elle traite. C'est cette technique qu'on appelle apprentissage automatique, machine learning. Lorsqu'on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est très souvent d'apprentissage automatique au moyen de réseaux de neurones et d'exemples qu'il s'agit. Cette intelligence est toutefois bien relative, et tandis que pour qu'un jeune enfant apprenne à distinguer le chat du chien, il suffit de lui en désigner 3 ou 4 de chaque espèce en lui disant « ceci est un chat » et « ceci est un chien », il faut montrer des milliers voire des millions d'exemples à une IA pour qu'elle devienne aussi perspicace. Le machine learning est notamment utilisé en matière de recommandation, rechercher les consommateurs les plus proches d'un individu afin de lui suggérer l'achat de certaines catégories de produits, de clustering,
définition de groupe typique, par exemple d'utilisateur d'un réseau social, de détection automatique de fraude, anomalie ou erreur de saisie, etc. Quant au deep learning, apprentissage profond, il est le niveau supérieur du machine learning. Il désigne des méthodes d'apprentissage dédiées aux phénomènes complexes pour lesquels une structure à plusieurs couches est nécessaire. Il intervient afin de résoudre des problèmes appelant des méthodes plus sophistiquées, comme la reconnaissance automatique de texte, le traitement du langage naturel ou la reconnaissance d'images, analyse des émotions, diagnostic automatique à partir d'images médicales, compréhension de l'environnement proche pour les voitures autonomes. Les cerveaux artificiels ne cherchent pas à reproduire le plus exactement possible la constitution et le mécanisme des cerveaux biologiques. Leur objectif est essentiellement d'aboutir au même résultat, donc d'imiter la nature dans les performances dont elle est capable, mais pas dans les mécanismes qui permettent d'aboutir à ces performances. Néanmoins, la technologie des réseaux de neurones artificiels s'inspire du fonctionnement du cerveau. Ce dernier est peut-être l'objet le plus complexe qu'on connaisse dans l'univers, et son mécanisme demeure aujourd'hui encore assez mal compris. Il fonctionne grâce à des milliards de neurones. Un neurone est une cellule nerveuse constituant l'unité fonctionnelle du système nerveux. Elle a la particularité de posséder des entrées qui répondent à des stimuli, les dendrites, environ 7000 par neurone, et une sortie en direction des autres neurones, l'axone. Le neurone reçoit des informations en provenance de milliers d'autres neurones, puis stimule à son tour les neurones voisins en envoyant à travers son axone un signal bioélectrique, l'influx nerveux. Nicolas Rougier, Schéma biologique d'un neurone, 2007. Pour apprendre, un cerveau humain ajuste la force des interconnexions entre ces milliards de neurones. Personne ne le programme. Un réseau de neurones artificiels fonctionne de la même manière. Il faut se le représenter sous les traits d'une série de variateurs de lumière, reliés entre eux. Chacun reçoit des données en entrée, et suivant le réglage du variateur, produit une valeur en sortie. Cette opération se répète des milliers, voire des millions de fois à l'intérieur du réseau, chaque neurone pouvant envoyer son résultat à plusieurs autres. On parle d'apprentissage profond, deep learning, car le réseau est constitué de différentes couches de neurones qui communiquent. Au terme de l'analyse des données, les résultats des neurones de sortie sont associés afin de produire une valeur statistique. L'intelligence artificielle, par exemple, estime qu'il est à 85% certain qu'une image I est celle d'un chat. Elle peut alors affirmer « il y a un chat dans I ». Un réseau de neurones est donc une chose simple à première vue. En fonction des données reçues en entrée, des connexions se déclenchent ou non entre les neurones jusqu'à la sortie qui est le résultat du cheminement suivi. Et les paramètres internes s'ajustent progressivement en fonction des réussites et des erreurs. CETIC, juin 2017. Pour qu'un réseau de neurones soit efficace, il faut qu'il ait été supervisé à partir d'une base de données la plus vaste possible. À ce niveau, cerveau artificiel et cerveau naturel fonctionnent très différemment. Les tsunamis de données sont antibiologiques. Un cerveau humain est incapable de traiter autant d'informations, mais est incommensurablement plus efficace pour comprendre les choses au départ de quelques données. Au départ, néanmoins, un réseau de neurones artificiels est totalement incapable de distinguer un chat d'un chien comme l'est le cerveau d'un bébé qui n'a encore rien appris. Il produit donc des résultats aléatoires, avec 50% d'erreurs si son alternative est binaire. Le programme de supervision lui indique alors quels sont les cas dans lesquels il s'est trompé, et ceux dans lesquels il a abouti au bon résultat. C'est à cet instant que les variateurs de lumière entrent en action. Le programme remonte le cours du réseau et fait varier l'intensité des neurones, pour que le résultat de sortie se rapproche du résultat attendu. L'opération doit être reproduite un grand nombre de fois pour que le réseau, au fur et à mesure, ajuste ses résultats et fasse preuve de plus en plus d'acuité dans sa reconnaissance des images. Par le passé, les systèmes d'analyse statistique exigeaient de fortes connaissances du problème et des experts œuvraient durant des mois à la transformation des données de la bonne manière pour que les algorithmes arrivent à en dégager des éléments pertinents et utiles. L'apprentissage profond est un grand progrès, car il délègue cette partie de traitement des données au système d'apprentissage lui-même. Cette méthode peut donc être appliquée à des mégadonnées qui, par le passé, étaient laissées de côté à cause du coût de conception du système.
L'intelligence artificielle peut ainsi être 10, 100, 1000, 1 million voire 1 milliard de fois plus performante que les meilleurs cerveaux humains. Mais elle se limite à du statistical learning, de l'apprentissage statistique, inductif, permettant de dégager des règles générales à partir de cas particuliers. Par exemple, grâce à l'historique de nombreux acheteurs, un algorithme va déterminer que deux biens sont complémentaires parce que l'achat de l'un entraîne souvent peu de temps après l'achat de l'autre. Il pourra dès lors recommander automatiquement l'achat de l'un aux acheteurs de l'autre. En résumé, l'intelligence artificielle a donc besoin de bases de données, de statistiques, de la science des données, de la reconnaissance de formes et de l'exploration et extraction de données. Et son cœur est constitué par l'apprentissage automatique, dont le propre cœur est l'apprentissage profond. CETIC, juin 2017. L'intelligence artificielle apparaît sitôt qu'on parvient à obtenir de façon automatique, concernant un objet donné, des résultats pertinents. Un thermomètre est ainsi une forme très primaire d'intelligence artificielle car capable de saisir et exprimer le chaud et le froid, les variations de température, cela de façon plus précise qu'un homme dont le ressenti est biaisé par différents facteurs. De la plus sommaire à la plus perfectionnée, les intelligences artificielles sont donc susceptibles de connaître un très grand nombre de degrés d'évolution. Une IA consciente d'elle-même, donc une IA vivante, capable de développer ses propres projets, serait le 4e âge de l'intelligence artificielle, après les algorithmes traditionnels, premier âge, l'apprentissage profond, 2e âge, et l'IA contextuelle et conceptuelle, capable de créativité, d'empathie et d'arbitraire, de transversalité et de multidisciplinarité, 3e âge. Mais il est très incertain qu'on parvienne un jour à dépasser le 2e âge. Pour l'heure, la machine peut être plus intelligente que l'homme, voire beaucoup plus intelligente que lui, mais seulement s'agissant de tâches très spécifiques, comme elle peut être beaucoup plus forte physiquement que lui pour réaliser certains actes très précis et prédéfinis. Autant les résultats produits grâce à des traitements statistiques sont impressionnants et peuvent intervenir dans une très grande variété de domaines, autant il est difficile de créer une intelligence artificielle fonctionnant autrement qu'à base de statistiques et d'exemples. Depuis 1956 et la conception de l'intelligence artificielle, très peu de progrès ont été faits en matière de vraie intelligence artificielle, c'est-à-dire de conscience artificielle, d'arbitraire artificiel, de compréhension artificielle, de créativité artificielle et de bon sens ou sens commun artificiel. La recherche fondamentale en intelligence artificielle se concentre désormais sur l'apprentissage faiblement supervisé ou non supervisé, c'est-à-dire l'apprentissage par exploration et par renforcement. Il s'agit de permettre aux machines d'apprendre avant tout par libre observation, sans leur fournir au préalable des données prémâchées, conquérant ainsi cette autonomie sans laquelle il n'est aucune forme d'intelligence. L'apprentissage non supervisé a lieu lorsque seulement de grands nombres d'exemples sont fournis à la technologie d'IA. À partir de ces exemples, cette dernière doit déterminer les structures et règles cachées permettant de relier les exemples entre eux et donc de comprendre ontologiquement ce dont il s'agit. L'intelligence artificielle du jeu de Go AlphaGo apprend ainsi les meilleures stratégies en jouant des millions de parties contre elle-même, avec comme unique connaissance de départ fournie par des humains les règles du jeu. Cette forme d'apprentissage par auto-entraînement est très différente des générations précédentes d'intelligence artificielle. Elle permet à l'IA d'être créative, d'aboutir à des solutions auxquelles l'homme n'aurait jamais pensé, mais elle requiert de grandes capacités informatiques puisqu'il faut l'équivalent de millions d'années de réflexion humaine pour obtenir des résultats pertinents. Aussi l'apprentissage automatique par exemple reste-t-il le plus courant, et dans de nombreux cas trop complexes pour permettre un apprentissage par exploration, le seul envisageable. La recherche appliquée, de son côté, se charge d'optimiser, de rendre concrète, de diffuser et d'exploiter les possibilités de l'apprentissage profond dans un maximum de domaines. C'est ainsi que l'intelligence artificielle s'est immiscée, assez discrètement et subrepticement d'ailleurs, au cœur de beaucoup d'objets et d'activités. En témoignent, en premier lieu, les instruments de communication numérique, ordinateurs, téléphones portables et tablettes numériques. Obtenir des images ou des informations très pertinentes à partir d'une requête donnée, grâce à des moteurs de recherche en ligne accessibles en un clic,
constitue par exemple une performance algorithmique extraordinaire dont le grand public profite quotidiennement sans d'ailleurs s'en émerveiller outre mesure. Cette recherche privée et appliquée peut être en avance par rapport à la recherche fondamentale. Néanmoins, s'il faut de nombreuses années, des décennies pour résoudre un problème particulier relatif par exemple à l'apprentissage non supervisé, alors les travaux des centres de recherche publics resteront indispensables au progrès de l'intelligence artificielle, les puissances privées risquant de refuser de financer cette recherche. Cela doit toutefois être relativisé par le fait que les multinationales du numérique embauchent de plus en plus de chercheurs, auxquels elles offrent des conditions de travail avantageuses, afin qu'ils réalisent leurs recherches fondamentales chez elles et pour elles, quoique les résultats de ces recherches sont souvent publiés en open access et open source. La majorité des innovations numériques et des technologies et applications de l'intelligence artificielle provient d'un écosystème public-privé unique, la Silicon Valley. Cela explique pourquoi d'aucuns qualifient la France et les pays d'Europe de colonies numériques, ou de pays du tiers-monde numérique, à défaut d'avoir vu naître certaines des grandes plateformes capables de créer et entraîner les IA. Une forte concentration frappe d'ailleurs la production d'intelligence artificielle. Il n'existe qu'une dizaine de grandes entreprises développant ces technologies, les fameux GAFAM et BATX, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi. La concentration est d'autant plus forte que les GAFAM n'hésitent pas à racheter à prix d'or les startups qui créent des IA performantes et ou originales. Reste que le fonctionnement de l'intelligence artificielle à travers des réseaux de neurones est délicat à cerner, même de façon abstraite et vague. On ressent forcément l'impression d'avoir affaire à quelque chose d'insaisissable, d'incompréhensible, d'immaîtrisable. Même pour un spécialiste, cet assemblage de millions de variateurs de lumière reliés entre eux, une fois qu'il en a terminé avec son apprentissage, s'avère relativement opaque. On ne saurait comprendre le rôle précis de chaque neurone artificiel dans la production d'un résultat, ni retracer exactement la série de calculs effectués par la machine. On ne peut que faire confiance au réseau, constatant qu'il produit généralement des résultats pertinents. C'est ce qu'on appelle communément la boîte noire de l'intelligence artificielle. Une fois que ses concepteurs, ses parents lui ont donné la vie, elle atteint rapidement l'adolescence puis l'âge adulte et il leur devient difficile de lui imposer la conduite à adopter. Or elle est amenée à prendre des décisions immédiates et très nombreuses, comme en matière de conduite autonome, de reconnaissance de la parole ou des visages, de classement de fiches d'information, de recherche d'images, d'identification de contenus violents ou autrement choquants ou de détermination des publications à afficher en priorité sur les réseaux sociaux. De graves problèmes moraux peuvent se poser, par exemple en cas d'accident provoqué par une voiture autonome, et il est difficile d'abandonner leur résolution aux calculs mathématiques et opaques d'un algorithme, au parcours incertain et hyper complexe d'un réseau de neurones artificiels. Les succès de l'intelligence artificielle dépendront de la confiance que le grand public lui portera. Et cette confiance suppose transparence et traçabilité, impératif éthique et politique, dès lors qu'une décision est prise sur la base d'une indication algorithmique, cela afin d'éviter sa non-explicabilité. Si une science en devenir est la rétro-ingénierie, consistant à déconstruire les raisonnements des machines, créer des technologies plus lisibles et traçables permettrait de mieux les comprendre et donc mieux les accepter. Mais il est très incertain que de telles technologies soient concevables en matière d'IA. Peut-être faudrait-il surtout que davantage de sociologues, d'anthropologues et de philosophes accompagnent les projets d'intelligence artificielle, de leurs prémices scientifiques à leurs conséquences pratiques, et que les futurs ingénieurs et mathématiciens soient formés aux enjeux éthiques de leurs travaux, formés à la robétique. Où revient le besoin de inter- et même transdisciplinarité dans les travaux relatifs à l'intelligence artificielle, besoin auquel ce livre tente de répondre en envisageant l'IA, dans toutes ses dimensions, et notamment dans ses dimensions humaines, sociales, politiques et économiques. 3. Une problématique sociale, politique et économique. L'intelligence artificielle et les données, moteur et carburant d'un changement de civilisation. Déjà en 1954, dans son essai La technique ou l'enjeu du siècle, alors que l'informatique commençait seulement à sortir de l'âge du simple concept,
Jacques Ellul interrogeait le changement de nature de la technique dans la société, cela en des termes qui résonnent fortement à l'ère des IA et des multinationales du numérique. Auparavant simple instrument permettant à l'homme de mieux s'appuyer sur la nature et de dépasser sa condition initiale, elle murait en un processus autonome de moins en moins au service des hommes, car tendant à les enfermer dans de nouvelles formes de servitude. Le sociologue définissait le phénomène technique comme la préoccupation de l'immense majorité des hommes de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace, ce qui présageait du mouvement d'hyper-rationalisation actuel de toutes les décisions et de toutes les actions. Et Jacques Ellul d'observer que la technique serait à la fois sacrilège et sacrée. L'invasion technique désacralise le monde dans lequel l'homme est appelé à vivre. Mais nous assistons à un étrange renversement. L'homme ne pouvant vivre sans sacré, il reporte son sang. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.